aujourd'hui, deuxième partie concernant la figuration narrative, avec ces références qu'on devine sur mon fond d'écran ici bleu de Jacques Monory, dont on va parler, Édouard Arroyo et Télémaque, parce que les références ne sont pas que cinématographiques, elles sont aussi éminemment politiques, avec ce mélange qu'on a vu hier chez Fromanger, chez Rancillac, d'images très très simples à comprendre, comme ici, et très efficaces en fait, qui donc empruntent à la bande dessinée, au cinéma, à la publicité, oui, mais aussi à la propagande, aux posters d'idoles, à des objets de la vie de tous les jours, les plus simples possibles. Et ça me donnera l'occasion de parler justement de la bande dessinée dans la fin de ces années 60 jusqu'au début 80. Voilà, les figurations narratives dans l'art contemporain, l'affiche est de Bernard Rancillac sous l'égide des Galeries Europe et Creuse. On est en 65 et on reconnaît rien du tout, parce que non seulement Bernard Rancillac, que vous connaissez peut-être depuis hier, est aimé, j'espère, parce que le but de tout ça, c'est d'abord de vous donner envie de regarder de la peinture, des images, et puis après d'y réfléchir en vous positionnant, en étant ouvert sur le fait qu'il n'y a pas que les images dans la vie. Voilà, vous reconnaissez un petit personnage de Disney, patibulaire, qui n'est pas le plus sympa, comme son nom l'indique, mal dessiné exprès. On dirait un peu les toutes premières peintures de Roy Lichtenstein qui avait dessiné Mickey et Donald d'après une case de bande dessinée, c'est-à-dire c'est mal reproduit exprès, et cette distance-là contribue à déjà questionner l'image. Et puis pour une affiche de peinture, c'est tout à fait surprenant, c'est aussi mal rempli la couleur, et on y trouve la soixantaine, quarantaine d'artistes invités qui se disputeront, je l'ai expliqué hier, en découvrant cette série d'images sur Duchamp, casser la gueule à Duchamp. On y retrouve des noms que vous connaissez peut-être parce qu'ils furent dans les années 70 de plus en plus connus, et même si vous les avez perdus de vue, Attila, Falstrom, on en a parlé, Kittage, on en a parlé, l'anglais, Hamilton, Classen, Hockney, Malaval, Monory, Nikos, Saul, ah oui, c'est bien ça aussi, Niki de Saint-Phal, Télémaque et le Gassio Talabo qui les réunit tous, Recalcati, Rancillac, Adami. J'aurais aimé, il ne reste plus que 6 épisodes et nous sommes dans la semaine qui parle de ce devenir cinéma. Quand je ferai une autre série d'épisodes, peut-être que ça arrivera, je reviendrai sur certains de ces artistes qui ne me semblent pas possibles à traiter rapidement, comme Adami, Velikovic, et des artistes qui à la fois ont une démarche qui ressemble à une démarche traditionnelle de métier, de dessin, et qui en même temps jouent avec cette question de l'image. Voilà, l'affiche ne ressemble pas, l'invitation non plus. Et puis, là, on est en 65. En 67, Gassio Talabo réunit encore une exposition. On est au Musée des Arts Déco, c'est déjà encore plus chic. Et on va mettre côte à côte figuration narrative et bande dessinée. Vous avez compris que ce système de narration par l'image, de suite de séquences les intéresse pour faire passer un message aussi. Et puis pour télescoper la fausse simplicité de la bande dessinée. Je parlerai la semaine prochaine de bande dessinée entièrement en une séance, et notamment sur un merveilleux créateur qui, justement, est de ceux qui va participer à l'artification de la bande dessinée, Hugo Pratt, mais qui, en un sens aussi, par la création de mythes, revient presque à la logique d'avant la modernité, c'est-à-dire une sorte d'histoire de héros, de personnages, tout ce dont le contemporain était en train de se débarrasser. Ça me permettra de conclure ma série 64-80 sur le fait qu'on s'est débarrassé des héros, on s'est débarrassé du mythe de la modernité, et on est en train tout doucement, sans être, en exagérant un peu, 50 ans avant, ça aurait été réac, et petit à petit, c'est une façon de questionner l'histoire et la façon dont les images se fabriquent. C'est pour ça que notre travail d'historien de l'art enquêteur, il va être toujours de regarder qui le fait et dans quel contexte. Surprise pour vous peut-être, mais la fiche, elle est dessinée par Hergé, qui est invité à l'exposition aussi, et qui, c'est tout à fait amusant à signaler, et vous le savez peut-être, un grand collectionneur d'art contemporain. Si vous avez l'occasion de lire l'entretien avec Numa Sadoul, c'est une merveille.
une façon de faire reconnaître, c'est son point commun avec Hugo Pratt, la bande dessinée comme un art vraiment authentique. Et dans notre période, c'est pour ça que j'y consacrerai une séance, 64-80, c'est le moment où c'est en train d'arriver. Mais le Hergé en question, quand il fut exposé au Grand Palais il n'y a pas très longtemps, je rappelais et je rappelle encore que on a mis ses peintures personnelles et sa collection de peintures au début de l'exposition, un peu implicitement comme une béquille qui dit oui, vous allez voir des petits Mickey, enfin des petits Tintins, mais c'est quand même un type sérieux qui connaît l'art, le grand art. Voilà, cette séparation des catégories, cette explosion, elle est toujours en germe dans cette période du contemporain et elle n'est pas complètement infusée dans le grand public, dans l'espace dans lequel on vit, même si pour nous, ça semble assez familier. Et on pourrait plus facilement aujourd'hui citer le travail de Bretécher ou le merveilleux, moi ce que j'aime chez les monstres, c'est de la extraordinaire, géniale Émile Ferris, pris à Angoulême il y a 2 ans. Voilà, bande dessinée et figuration narrative. Est-ce que ça joue en faveur de la figuration narrative? Est-ce que ça joue en faveur de la BD? On verra que c'est un peu partagé. On est en avril-juin 67, ça va même se prolonger un petit peu. Voilà l'affiche reprise dans le catalogue avec le merveilleux Winsor McCay, qui montre plutôt en faveur de la bande dessinée que la bande dessinée est aussi un art, une façon de composer les images, de faire des choses absolument inoubliables, parce que ce lit avec des grandes pattes de Winsor McCay, c'est un peu inoubliable. Cette case qui se prolonge de l'un à l'autre pour faire un soleil unique, c'est génial, en fait, c'est aussi simple que ça. Et en même temps, l'artification, le fait d'être reconnu comme un art, je l'ai développé sur le cinéma, mais c'est l'occasion que j'en glisse un mot sur la bande dessinée. Ça a été plus tardif. Il faut que ça s'appelle 9e art, il faut que petit à petit soit reconnu des auteurs, une cote, des ventes de cases. C'est pas, ça a 20 ans, les ventes de cases. J'ai vu passer en l'an 2000, dans la première galerie Maguin à Paris qui vendait des planches de bande dessinée, une toute petite casounette de Hergé qui coûtait peut-être 500 euros, 1000 euros. Et puis je me suis dit, oh là là, pour une case d'Hergé, c'est quand même beaucoup d'argent. Et puis voilà. Regardez comment ça coûte aujourd'hui, c'est une folie. 3e élément d'artification, le musée, la reconnaissance institutionnelle, les études universitaires, c'est arrivé là. Et c'est pour ça qu'on s'arrête en 80 dans cette période, puisque festival développé à Angoulême, musée, formation beaux-arts, transmission, ce qui fait d'un art un art. Cette transformation de la bande dessinée, elle est plutôt en faveur, cette affiche qui mélange les deux est plutôt en faveur de la bande dessinée, on pourrait le dire, en un sens. Et elle est l'occasion intéressante pour la peinture de se frotter à ce système de séquences, en fait, de suite de séquences. Et chez Jacques Monory, un des 3 que je voudrais montrer, qui fait partie de cette figuration narrative, on a un goût, on le voit ici, hein, pour le polar, pas qu'un peu, chapeau pour toujours, lunettes, référence à la société américaine, à ce rêve américain qui a tout doucement disparu et bougé, et puis au film, en fait, au film un peu mythique qui font regarder autrement l'environnement. Donc, on a, ça s'appelle Meurtre, hein, c'est au musée de Grenoble. Il y a beaucoup d'achats d'œuvres dans les années 80. C'est un mouvement qui est assez reconnu, et donc on peut en voir dans les musées facilement. Et il me semble, mort il n'y a pas très longtemps, il était né en 24, graphiste pendant 10 ans avant de se consacrer exclusivement à la peinture en 62. Il détruit toutes ses œuvres antérieures. Il va être fasciné par cette ambiance du polar, du film noir, qui fait que les gangsters, les petites pépées, les armes, les héros des films qui ont marqué son enfance, et donc se costumer de cette manière-là va être tout le long de sa carrière un des marqueurs reconnaissables, mais à la fois dans quelque chose qui nous fait glisser d'une fascination de fan vers ce que j'essaye de décrire, d'approcher, parce que j'essaye de le comprendre en même temps que je vous l'explique, de ce qu'est le contemporain, c'est-à-dire il y a aussi un goût chez Monory pour la mort, en fait. Voilà, c'est à la fois un meurtre, à la fois un type qui est en train de tomber et qui a pris une balle dans le buffet, à la fois une bascule du mouvement comme une bande dessinée, dans le mauvais sens d'ailleurs, qui ne va pas dans le sens de la lecture occidentale, de la bascule du cadre lui-même qui disparaît et qui s'agenouille avec le personnage.
Et on le voit ici, il y a un monsieur qui est en photo dans l'exposition, un vrai morceau de miroir dans l'image avec des vrais impacts de balles que Monori a tirés, qui joue avec la copie de l'impact ici. Voilà, cette fascination, elle est aussi pour le film noir, pour la suite de séquences, mais aussi là où c'est plus contemporain, pour la disparition, en fait. La disparition de ces films noirs, de l'Amérique que ça raconte, en fait. Voilà, un ensemble pictural dit Lyotard, le théoricien du postmoderne, on est dans la même période, un ensemble pictural parmi les plus singuliers de son temps. Lyotard dit que c'est un philosophe spontané. C'est-à-dire que, je le mets avec ce qu'on a vu de Rancillac et de Fromanger, faire une image très simple, qui, soit pour ceux qui veulent aller plus loin, va être à questionner, va réveiller quelque chose comme une enquête de cet indice que Benjamin voyait dans les photos. Il y a toujours un petit bidule à tirer. Là, on sait tout de suite qu'il y a problème, parce que l'enchaînement de la même image fait que pourquoi il copie deux fois, et puis pourquoi petit à petit il y a du rose, du mauve qui apparaît. Et également dans ce savoir-faire à l'acrylique d'une peinture qui se veut, et c'est le prof de dessin qui vous dit ça, à la fois très très figurative, très ressemblante, et quelquefois pas si habile que ça, qui garde la trace de la façon dont elle a été faite. Il faut les voir en vrai, il y en a au Macval de Vitry, il y a une belle exposition là-bas, c'est un beau musée. Facile d'accès, avec des bonnes médiations pour s'y retrouver. Quand on regarde de près, c'est entre guillemets très bien dessiné, mal peint, parce que il y a quelque chose de faux dans cette peinture tout le temps. On a des scènes qui sortent de photos de films, mais des scènes qui composent une image très compliquée. Et cette philosophie spontanée dont parle Lyotard, elle est une façon comme on l'a vu hier dans la figuration narrative, par la narration, de raconter deux choses simultanées. Et mon devenir cinéma, qui est le sujet de cette semaine, une façon d'être en concurrence plutôt avec le cinéma qu'avec la photographie maintenant. Le cinéma est sans doute l'art du XXe siècle, hein. Et Godard disait que c'est l'art du XIXe siècle qui se résout au XXe siècle. Là, il traverse tellement de choses dans tout ce qu'on a vu. Je vous l'ai montré aujourd'hui, j'aurais pas le temps, Chantal Akerman, mais News from Home, plan fixe, filmé New York, rien d'autre que ce qu'on voit. Et en voix off, les lettres de sa mère, restée en Belgique et qui s'inquiète pour sa fille toute jeune qui est aux États-Unis. Donc tu as un plan fixe, tu vois juste l'image des gens dans la rue, rien, le bruit de la ville, et la voix off de Chantal Akerman, qui était un pur génie, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, qui lit les lettres que sa mère lui écrit. Ma petite chérie, où est-ce que t'es? On est inquiète, on t'a envoyé 100 balles avec papa, qu'est-ce que tu fous? Jamais les réponses de Ackerman, et d'autres plans se succèdent. Voilà. Devant nous, le monde réel, la lenteur du monde réel, et une séparation de l'image qui fait que par la voix off, un autre monde est évoqué. Il y a ça, on pourrait l'autre chef-d'œuvre incroyable de Jeanne Dielman, 1080 Bruxelles. Voilà, dans cette philosophie spontanée, dit Lyotard, son œuvre est une question. Une question la plus commune, qui est presque curieuse dans la remarque de Lyotard, quel est le sens de la vie? Pourquoi il dit ça, Lyotard? C'est curieux. Ce que je comprends, c'est à part si Lyotard dit n'importe quoi, on n'est pas à l'abri de philosophes, vous savez, moi j'en côtoie. J'ai l'impression que le sujet de Monori qui est exprimé par cette question, c'est que vous pouvez trouver ça violent, les personnages sont clos, on sait que c'est un film, donc c'est peut-être moins violent que prévu. Et c'est peut-être pas la question du sens de la vie, mais c'est ce que signifie ce qui est sous nos yeux, en fait. Il y a des indices, mais il y a trop d'indices. On est devant un élément, un bout de film, une coupure en plein milieu, les oiseaux s'envolent, des chiffres, rien à voir avec un inventaire à la Opalka qui note chaque numéro énoncé, et pourtant on pourrait être pas loin de quelque chose de très conceptuel. Une vague,
qui aurait l'air d'avoir un rapport avec la mer, si on veut vraiment trouver des rapports, mais c'est le bleu qui fait cette unité. C'est toute l'image elle-même est unie par ce filtre qui donne une distance filmique et en même temps une espèce de mystère accentué par tous ces bouts de trucs qui n'ont rien à voir. Un morceau de corps de femme dans une robe fourreau dont on ne sait rien, qui tourne. Est-ce qu'elle est dans des reflets comme cette merveilleuse scène du Orson Welles, La Dame de Shanghai? Voilà. Est-ce que le jeu entre ce qui est vu et ce qui n'est pas vu, parce que c'est ce qui me fait prolonger la séance sur la figuration narrative, voilà, je peux vous le dire d'une façon simple, allez. C'est très beau, ça peut vous plaire. Et c'est très facile à comprendre, c'est juste, ça peut être un poster dans la maison. Mais qu'est-ce que c'est compliqué comme niveau d'image? Rendez-vous compte le chemin qu'on a parcouru, qui est, il y a un type dans un bistrot, seul, avec la main comme ça. Une lumière sur le côté, un hors-champ sur la gauche, on ne sait pas qui il regarde, qui est en train de le filmer, est-ce qu'il sait qu'il est vu? Ça vient du monde du cinéma. La bagnole dehors, le truc américain, voilà, c'est du Hopper, du cinéma. Un crâne au premier plan, bah, bien sûr, comme si ça suffisait pas pour foutre le bordel dans cette image. Un film de Arthur Penn, 67, qui lance le nouvel Hollywood, le truc filmé presque caméra à l'épaule comme un reportage, qui est l'inverse de cette image posée qui pourrait presque aussi être une photo. Pourquoi vert? Pourquoi bleu? Pourquoi un rouge en plein milieu? De cette image simple, et puis un tigre hein, quand même, qui a vraiment rien à foutre là, il n'est même pas dans l'espace de l'image, il n'est pas dans la perspective de l'image. Je dis juste une chose simple. On est devenu adulte dans la façon de regarder les images, on peut voir des images de plus en plus complexes avec des niveaux de complexité qui font qu'on a un plaisir que je veux partager avec vous, c'est que ça a l'air très compliqué, l'art contemporain, comme celui-ci, et en même temps, c'est très simple. En fait, chacun va y venir comme à plusieurs âges de la vie, on aime des choses, la même chose, mais différemment. On peut découvrir d'autres choses. On n'est pas obligé de voir une violence dans ces impacts de balles dans l'étoile de Monory. On peut aussi voir le salon de coiffure où vous alliez vous faire couper les cheveux et le mari de la coiffeuse. On peut y voir des références à des films de polar, à même de la musique, à des espèces de clips qui se relieraient à d'autres univers. Et finalement, on peut faire une peinture figurative simple, composée de structures d'images qui s'amusent à interroger les images. La deuxième partie de la carrière après les années 80 de Monory, je voulais la montrer rapidement, c'est qu'il va petit à petit ne plus peindre qu'en bleu. Il a fait des petites séries de toiles monochromes autrement, mais tout a été bleu dans la première partie de sa vie, qui est un peu celle qui est préférée par les amateurs découvreurs d'art. Mais il y a quelque chose qui est intéressant que je voudrais juste signaler dans les toiles suivantes de Monory, c'est ce jeu du passage d'une couleur à l'autre à l'acrylique sur des grands formats, qui rend l'image moins mystérieuse. En un sens, elle devient plus décorative, plus colorée, plus étonnante. On a du mal à voir la petite fille sur le toit bleu parce que l'image jaune et rose, trois couleurs primaires, attire l'attention, même l'effet de marqueur de l'écriture à l'intérieur, un petit texte à lire et puis des grands panneaux de signalisation, la date. Tout ça a du mal à lutter avec la force de la couleur. Et même ces associations d'images, on voit le dessous peint en bleu, ici, qui est recouvert avec du rose, des portions d'images qui ne sont que d'une seule couleur. C'est tout à fait une image bien plus complexe encore, mais dont j'aurais tendance à dire aussi que cette bascule est à la fois une vraie audace de Monory de passer à autre chose, et une image qui devient de plus en plus complexe, sans doute en cherchant à être encore plus cinématographique, comme une espèce de travelling où on verrait passer tous les éléments de l'image morceau par morceau, comme une espèce de souvenir passé, presque kitsch, ambigu, difficile. Voilà, la critique de Rancillac n'empêchera pas Monory de participer à ces séries d'affiches qui vont être éditées au moment de la Coupe du Monde 82. On est dans ces années-là. Le devenir cinéma de Monory, c'est lui qui se le fait, mais il est au cœur même de son travail, de l'évolution de son travail.
les deux artistes que je voudrais montrer maintenant, Arroyo et Télémaque, sont très, très politisés, très intéressés par l'histoire de la peinture. Arroyo est espagnol, fuit, après une formation de journaliste, le franquisme, dont Télémaque dira dans un petit extrait vidéo que je vais vous montrer après, mes copains, il y a eu séparation avec Duchamp, et Télémaque a été un de ceux qui a démissionné du groupe, dénonçait plutôt le Vietnam que ce qui se passait en France. Question difficile de l'engagement et de l'implication. Arroyo quitte cette Espagne franquiste et il va connaître cette gestion de la propagande, de l'image officielle et de l'interdiction de certaines peintures. Les peintures de jeunesse de Arroyo sont passionnantes pour ça. Voilà, Velázquez, mon père, le voici en petit chien en autoportrait, donc on a une sorte d'imagerie simplifiée, mais avec plein d'éléments qui viennent du Gréco derrière, et c'est pour ça que je voulais les signaler. J'avais pas eu le temps, en parlant de la naissance de la figuration narrative, j'ai montré ces 4 dictateurs pour montrer que le travail en suite de séquences était important dans la figuration narrative. J'avais oublié de préciser que c'était Hitler, Mussolini, Franco et Salazar, dictateur portugais qui est un peu oublié avec une discrétion de Violette, qui a, dans sa façon de se positionner à l'échelle de l'Europe, trouvé à être plus tranquille. Et c'est une des dictatures qui sera la plus longue en Europe quand même, et tout près de chez nous, comme l'Espagnol, au moment, en 65, où Arroyo fuit l'Espagne. Voilà l'installation dans un musée espagnol. La différence, un petit clin d'œil auquel vous pourriez vous attendre, Recalcati. Arroyo donc, va participer avec Émile Ayo à peindre cette série Vivre et laisser mourir, ou la fin tragique de Marcel Duchamp, dont j'ai dit qu'il y avait une sous-traitance des copies des œuvres. J'avais oublié de dire, vraiment, vous allez trouver que je suis gourmand. Et j'ai l'anti-sèche dans le haut, vous allez pouvoir le deviner. J'avais dit que Restani, le théoricien du nouveau réalisme, était dans l'image, avec Armand, qui est sur le côté. Là, les Français portent le cadavre de Marcel Duchamp, qui est devenu le héros bourgeois de l'art admiré aux États-Unis et en France. Andy Warhol, mais j'avais oublié qu'il y avait Oldenburg ici et Robert Rauschenberg. C'était l'occasion de le citer. Placement de produit. Arroyo, c'est un jeu avec les images qu'on pourrait retrouver. J'aimerais en parler plus tard chez Cueco, chez Velikovic, un jeu d'emprunt à un univers différent et une façon de transposer Robinson Crusoe dans un autre monde que celui de la littérature, une sorte de transvasement de toutes les époques, mais aussi avec cette représentation simplifiée, pré-kitsch, de le fond uni, une espèce de décor presque de mode. On imaginerait très bien une sorte de Thierry Ardisson avec un décor à la noix comme ça, bien simplifié, bien ringard pour un invité demi-costumé. Je cite ce réalisateur de télé parce que dans le concept de décalage par rapport à ce qu'on attend d'un invité, il a joué très tôt dans les années 80 cet effet qu'on trouve ici dans une toile de 65, c'est-à-dire Robinson Crusoe, c'est aussi un type qui s'occupe un peu, qui est un petit peintre en bâtiment. Ah, j'ai même perdu mon petit fond d'écran. Ah, il est passé là. Voilà, un jeu avec ce qui est le peintre du dimanche, Churchill, notre modèle à tous, nous, peintres du dimanche. J'ai perdu mon deuxième peintre du dimanche. Il est là, juste avant. Voilà, des petites figures simples. Qu'est-ce que c'est que la peinture? Qu'est-ce que c'est que l'auteur? Vous savez que cette question a été beaucoup posée par les artistes depuis la fin de cette guerre. Un Arroyo, raisonnons-nous, qui s'intéresse à l'Espagne, à l'histoire, à sa place dans cette histoire de l'art et à la place de la censure dans cette reconnaissance de l'histoire, dans ce fantasme aussi d'une histoire de la peinture ancienne, qui s'intéresse peu à la peinture récente. Un Arroyo qui est capable, à la hauteur de Rancignac, de faire le portrait de femmes martyrs qui ont été tondues pendant cette dictature, pour en faire une espèce d'héroïne pop,
Et là, on est dans le décalage dont je parle depuis 2 jours, c'est-à-dire une image qui est très belle, si tu ne sais pas ce que c'est, ça pourrait presque être un poster, une héroïne féminine avec une coiffure originale et une façon de poser une question lourde de ce qu'on ne veut pas voir, en fait, de ce qui est masqué. Même chose avec ces relectures de Miro qui parlent de l'arrestation de Julio Lopez Brunet, c'est-à-dire d'opposants politiques qui se retrouvent en figure, questionnés, torturés, dans des petits miroirs. Une sorte de télescopage des artistes de l'Espagne, de celles qu'elle veut voir, et de l'imagerie simple qu'on veut nous présenter. Voilà. 1970, de Arroyo aussi, un graphisme très beau, très simplifié à l'épiscope aussi, mort à Grenade. Vous devinez qu'on a des cadavres devant nous, non loin de la Costa del Sol. L'endroit où les Français vont en vacances parce que c'est pas cher. Puis c'est ensoleillé, puis c'est vraiment pas loin. Voilà, il y a un problème simple à poser à côté de chez nous et que la peinture, la figuration narrative balance tel que. Oui, nous rentrerons dans le marché commun. Voilà, un peu nous serons à poil aussi, mais on peut questionner par une image et on peut aimer cette image par son goût à la Rauschenberg de la combine painting, c'est-à-dire on n'est plus seulement dans un art de mettre ensemble plusieurs éléments, on les colle côte à côte, on n'en fait pas une fusion, on les garde comme tels, très séparés. Un petit Napoléon, et vous savez, les Français ont un peu de mal avec leur histoire quand elle n'est pas positive. On a quand même un peu été emmerdés, les Espagnols, à cette époque-là. Un merveilleux cavalier espagnol qui a tout du matador, mais la robe fourreau ne devrait pas être adaptée, le flamenco officiel. Et là, on y voit quelque chose qui arrivera avec la Movida de Almodovar, c'est-à-dire une relecture merveilleuse dans toutes ces années 80-90 des clichés espagnols de la femme désirable, de l'homme puissant et moustachu, du flamenco, de tout ce qui fait aussi le cliché touristique. Et s'il y a bien quelqu'un qui doit travailler sur les clichés, c'est au cœur de cette histoire de la peinture, en fait. Un cliché, c'est une photo, le nom, et puis une comparaison un peu facile. Nerval disait que le premier qui a comparé la femme à une rose était un génie, et puis le suivant un imbécile. On a, voilà, dès qu'une formule de comparaison devient un peu facile, il y a peut-être pour les artistes à s'en éloigner, à trouver quelque chose d'autre, époque moderne, et puis époque contemporaine, à questionner ce cliché. Qu'est-ce qui signifie, qu'est-ce qui l'apporte? Le cliché du peintre en bâtiment, gentil, tranquille, quand on a un responsable politique qui fait de la peinture, il ne peut que être bon, évidemment. Et puis, même chose avec ces artistes qui ne s'engagent pas, qui, pour Arroyo, ne vont pas assez loin dans la dénonciation. Donc, parmi les peintres, il y a une première de ces séries de visages tachés qui ont presque disparu, qui, c'est assez beau, sont faits de papier de verre. Un système de collage, de simplification, mais qui, par leur matériau lui-même, questionne ce qu'on est en train de voir. Une image chez Arroyo qui est très simple, très graphique, en fait. Dans la fin, on est en 76, ce tableau est assez grand, 180 sur 220 au Centre Pompidou. C'est le moment où Arroyo, et j'en finis presque pour vous donner envie d'aller plus loin, va pouvoir retourner en Espagne, et où, heureux qui comme Ulysse, se demande ce qu'il va trouver en Espagne. Vous voyez comme on a l'air de trouver la même référence au polar de Monori et comment, en presque rien, en sachant l'histoire, en comprenant que dans le titre, il y a peut-être quelque chose à enquêter, donc en faisant son travail de spectateur, nouvelle formule, celui qui creuse un peu avec un petit cartel, avec quelque chose à savoir. Je veux dire par là que dans les réserves qui sont faites sur l'art contemporain, on dit souvent, et je l'ai beaucoup expliqué, qu'il y a un travail critique autour. Les artistes de la figuration narrative ne sont pas réunis autrement que par un critique, Gassio Talabo, qui dit il y a quelque chose qui se passe là. Il y a dans les critiques, je l'ai dit pour, par exemple, Rosaline Croze sur le photographique, un regard nouveau qui peut se faire par l'organisation d'une exposition qui va faire comprendre autrement des œuvres qui sont devant nous.
Mais il y a aussi, plus simplement, par des cartels, pas toujours des explications complexes. Elles existent, hein, évidemment, tirées par les cheveux, avec un vocabulaire euh, un peu qui s'écoute, qui fait qu'on ne serait pas devant une image simple à comprendre. Mais parmi les peintres, quand on sait ce que les peintres ne dénoncent pas, on comprend que le papier de verre raconte quelque chose de simple. Je trouve que dans cette figuration narrative, il y a un essai d'aller loin. C'est pour ça que j'ai intégré ça et ils m'ont aidé à trouver ce fil rouge de la semaine de devenir cinéma de l'art contemporain. Il y a tellement un niveau d'image complexe, de superposition comme chez Monori, et un niveau de jeu avec l'histoire de l'art et l'histoire politique chez Arroyo, de jeu avec le langage aussi, je ne l'ai pas dit, je leur dirai lundi sur la façon dont la littérature va nourrir le théâtre, va nourrir le cinéma, dont ils vont passer de l'un à l'autre. Lundi, je parlerai des écrivains qui sont devenus réalisateurs et qui jouent de ça, ce mélange-là. Toute la ville en parle, c'est à la fois un jeu avec le polar, avec la disparition, hop, et sur le côté, avec le corps allongé, avec le chat presque graphique comme une illustration, avec les chapeaux qui donnent une espèce de hors-champ de la ville, même si le visage est bandé, et qui oblige le spectateur à se questionner sur ce qu'on a devant nous. Voilà, même chose, 2009, il disparu il n'y a pas très longtemps. Eurocrise, on voit bien l'image, elle est très très forte et le papier de verre donnerait envie de faire des collages. Si vous en avez en trop chez vous, faites-le, d'autant que avec des ciseaux, ça aiguise vos ciseaux. Voilà. Du collage avec du papier, bonne idée. On revient à quelque chose de plus simple que cette combine qui part d'objets réels et qui les associerait à autre chose. Édouard Arroyo, c'est très beau, va être intégré, et j'ai montré les quatre dictateurs comme artiste espagnol bien plus tard. Et une de ces rétrospectives-là va y participer. Il a quitté le pays, il a critiqué, questionné l'histoire de ce pays, et puis il y sera accueilli comme un héros sa propre histoire. Je voudrais vous parler de ce merveilleux, et j'ai un petit bout de film à vous montrer, Hervé Télémaque. Il est haïtien, vous allez le voir. Il part aux États-Unis et on va l'entendre en parler, c'est pas rien. Il est métis et Haïti, il a quelque chose à nous dire sur l'histoire de l'Occident et de l'Afrique, sur la colonisation, sur les chocs politiques, parce que c'est un pays qui surmonte des grandes violences et qui est capable de créer à l'intérieur de ça des zones de réflexion. Il se retrouve aux États-Unis, il découvre le travail que voici de Achille Gorky, qui faisait partie un des grands artistes avec de Kooning, dont j'ai parlé sur cette histoire dans la peinture américaine de l'après-guerre, de la place de la figure, du fait d'encore peindre des personnages et ne plus aller dans ce que Greenberg va souhaiter, la modernité absolue, la forme pure. Donc je montre un petit Gorky parce qu'il va travailler avec lui, il va beaucoup admirer son travail. Et puis il va, ça me donne l'occasion d'en parler un tout petit peu, rencontrer et suivre une psychanalyse avec Georges Devereux, qui est un de ceux, j'admire beaucoup le travail de Toby Nathan, un de ceux qui va inventer l'ethnopsychiatrie, c'est-à-dire le fait que cette structure mentale de la psychanalyse ne s'adapte peut-être pas toujours à tous les hommes de tous les pays et de toutes les cultures. Il y aura une dimension culturelle qui fait que la structure papa, maman, ben regardez, dans les années 50, il y a encore la bonne et moi, et puis maintenant, il n'y a plus papa, maman, on est plusieurs, et puis il n'y a plus de bonne. Voilà, cette structure familiale qui déterminerait notre psyché, elle est questionnée à la suite de Freud par d'autres personnes, et Georges Devereux en est un exemple. Et le troisième élément qui est important dans ce qui va marquer Télémaque et qui fait que c'est très important, un artiste que j'aime beaucoup, Jacob Lawrence, qui va être, je l'avais évoqué, vous reconnaîtrez peut-être cette photo, il fait partie de Harlem Renaissance, de l'école noire américaine qui va peindre l'image des Noirs avec, j'en ai pas montré beaucoup, hein, avec à la fois la vie dans les quartiers isolés, avec un sens du graphisme qui va avec ces années 30, de l'influence des arts déco et de la simplification visuelle, avec pas de retenue forcément dans
dans ce qui est montré. Et avec, je disais que Jacob Lawrence a été aussi invité un été au Black Mountain College par Joseph Albers, qui en était le directeur, au moment où Cunningham et Kedge sont élèves. Et le Jacob Lawrence qu'admire beaucoup Hervé Télémaque peint plus tard ce genre d'image qui est tout à fait passionnante hormis la simplification des masses et l'audace de couleurs, là, et puis la représentation. Il faut évidemment qu'on prenne garde, après avoir ignoré longtemps la peinture d'hommes noirs américains, de ne pas les enfermer dans une catégorie qui dirait bah, tiens, c'est le type qui peint les noirs américains. Là, il y a aussi un sens de l'espace qui est très complexe, qui fait penser à ce qu'on vient de voir à Arroyo. Vous voyez, l'échelle a l'air de venir vers nous, de partir vers l'arrière. Le personnage a l'air d'être un peu comme chez David Hockney, en train de toucher un élément qui serait devant, derrière. Voilà, tout le sens de l'espace est cassé. Toute cette simplification, elle est outrée. Et on est en 1986, hein, c'est très tardif. Jacob Lawrence a une carrière remarquable et je voudrais, pour ça, maintenant que vous avez Devereux, Lawrence et Archil Gorky, écouter ce que dit Télémaque quand il est invité en 2015 à la rétrospective du Centre Pompidou. Vie à New York. Un jour, la propriétaire de l'atelier de Hoboken prend mon épouse à part, l'interroge sur la sincérité de son amour à mon égard. Il est en train de lire un texte de lui-même qui parle de son arrivée aux États-Unis. Vous allez comprendre pourquoi il ne va pas y rester très longtemps. Et la mise en garde sur les risques de vivre avec un noir aux États-Unis. Je dirais, pas facile de s'imposer dans une société qui affichait encore l'écriteau « No niggers, no Jews, no dogs » une dizaine d'années plus tôt. La recherche d'un atelier au centre de Manhattan se révèle une quête sans espoir, étant donné les constants refus qui me sont faits. Le rejet le plus violent émane du galériste hongrois Tibor de Nagy, chez qui je me suis rendu tout juste sorti de l'école sur la recommandation de mon ami Robin McGoyan. Je ne crois pas que le moment soit arrivé qu'un noir puisse devenir peintre, me dit-il. On prend une petite pause parce que faut quand même l'encaisser. Hein. Et je dis une chose tout à fait naïve exprès. Il est temps qu'on l'encaisse tout, qu'on soit noir ou blanc, ou colorié, de toutes les couleurs. Ce sont les années 60. Ce tableau est d'une facture essentiellement pop, c'est-à-dire l'abandon de la subjectivité de la brosse. Très important. Abandon de la subjectivité de la brosse. Si c'est pas un rouleau, si c'est pas un aplat, s'il y a un épiscope qui projette, c'est plus la main qui fait. Ça, c'est vraiment chassé de tout notre univers, mais je ne l'avais pas formulé aussi bien que lui. Subjectivité de la brosse. Dans la peinture d'expressionnisme abstrait, là, c'est un ensemble de... Et il vient de dire, la brosse, c'est l'expressionnisme abstrait, c'est-à-dire Newman, le passage de la couleur, l'éclaboussure de Pollock, c'était déjà une façon de sortir du dessin, du savoir-faire, de la précision, mais c'est aussi encore des supports où on va trouver la trace de la peinture, la trace humaine en fait. Ils veulent une image la plus lointaine de l'homme possible. D'images ramassées vaille que vaille dans les journaux, cette bouche ouverte, cette main qui propose du charbon, le tunnel de Saint-Cloud, moi conduisant cette voiture, me regardant au fond dans ce rétro, et les oiseaux de mauvais augure qui m'accompagnent toujours. L'usage des lettres du mot dans ma peinture est constant, c'est une caractéristique du pop et de ma génération. Les mots sont là pour aider les images et inversement. Il faut comprendre que... Ça aussi, je ne peux pas le laisser passer. Les mots sont là pour aider les images et inversement. Mais aussi, M. Télémaque, pour nous foutre dedans et nous emmener sur des fausses pistes. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Pour que le spectateur fabrique des couches complexes. Et là, on a une photo de lui dans le reflet du rétroviseur. Des couches de niveau d'image qui rendent cette image cinématographique. Tout ce que je fais, c'est dans l'amour de la peinture ou dans le rejet de la peinture. Et que tous mes tableaux ont
dialogue avec les autres peintres. La peinture est une communauté et non pas un jeu d'agression et de concurrence. Voilà. Voilà, la peinture communauté, c'est-à-dire la lecture de l'histoire de l'art, si je le traduis en termes d'enseignant, c'est de regarder ce qu'ont fait avant les autres et de ne pas vouloir forcément le faire disparaître. Jacob Lawrence, vous allez comprendre pourquoi dans un merveilleux petit documentaire 8 minutes, mais qu'il faut qu'on regarde en entier tellement c'est un homme merveilleux. Le travail de Hervé Télémaque, le texte, la typo du monde, les silhouettes, le pop, le banania qu'on va revenir, au cas où on n'aurait pas compris, le yabon, qui mélange des tas d'éléments. La grande peinture qu'il fait connaître, qui fait qu'à l'époque, André Breton est encore là, il lui propose d'exposer avec les surréalistes. My Darling Clementine, petite chanson, du texte disparu ici. Un Goofy qui a pris un coup sur la tête ou qui serait devenu un peu négroïde. Jeu d'ambiguïté sur les formes, sur les clichés qu'on voit, avec avant-après. On a un personnage au trait noir outré qui devient sur l'autre partie du magazine présentable, et tout le jeu est de ce que cette image fabrique. Je trouve redoutablement efficace une peinture qui a l'air moins séduisante à première vue que celle de Rancillac ou de Fromanger, mais qui questionne beaucoup d'éléments. Alors, ce qui rend l'histoire difficile, c'est pour ça que le documentaire que je voudrais vous montrer est passionnant, c'est qu'il y a aussi de l'histoire personnelle d'Hervé Télémaque dedans, c'est-à-dire Port-au-Prince, des tas d'éléments subjectifs qui mélangent la bande dessinée, les médias, la politique précisément, mais aussi de son histoire personnelle. Voilà, mais l'art de la force de Télémaque, c'est quand même petit célibataire un peu nègre et assez joyeux, fait que comment on peut aimer une image comme ça? Et en même temps, la qualité graphique, cerne jaune, slip qui sort, décalé, pourquoi une langue derrière, pourquoi cet œil qui me regarde, mais à la fois l'efficacité graphique d'un t-shirt, ça pourrait être un rond visuel sur un élément, et bien évidemment la difficulté, comme chez Monori, comme chez Arroyo, d'être complètement sûr de ce que ça raconte. Yabon, une sorte de système de sérigraphie qui est à la fois un petit texte écrit dans l'autre sens, une main qui cherche peut-être à saisir l'épiscope, le système qui projette, sans doute un petit morceau de porte-jartel. Il y a beaucoup de sexualité chez Télémaque. On ne voit pas ce qu'est Foula, mais vous allez comprendre que beaucoup d'éléments peuvent se télescoper. Et le banania qui perd son sourire, à qui c'est quand même une image incroyablement forte, quoi, là. Dans les années 1900, Colonie, il mange du benko, il est content. Et puis petit à petit, il n'a pas de raison d'être content parce qu'il fait la guerre et c'est un soldat qui est sur cette image de départ. Et puis on va mettre du temps jusqu'à Indigène et Jacques Chirac pour commencer à pouvoir le formuler, quand même un siècle. Un des 36 000 marines sur nos Antilles, des éléments graphiques qui questionnent depuis cet esclavage jusqu'à des slips qui volent, des traces de pas, des trucs qui ont l'air complètement complexes, des éléments graphiques avec un cerne par endroit, un beau trait, un beau dessin. Vous voyez, le trait, il n'est pas juste un dessin autour, il est assez varié, il est interrompu quelquefois. Objet visuel usuel pour Vincent Van Gogh, dont l'enquêteur que nous sommes va essayer de trouver un sens, ou pas, entre les étendards. Un jeu avec le dessin et la descente de couleurs, expliqué dans ce Parole d'artiste qui est une petite merveille. On va essayer de pas interrompre. Le fond d'actualité numéro 1, je pense qu'il est né de l'actualité de Chirac. Il faut dire, à l'époque, il s'est passé une chose extraordinaire. Rappelez-vous que Chirac a été élu avec 82,1% de voix, ce qui était
On était dans un gag absolument magnifique. Et tout le monde est très content d'avoir Chirac, bien entendu. Vous vous doutez que cette toile de 2002 sort de ma catégorie, mais on va voir de quelle façon il intègre des tas d'éléments qui se télescopent de symboles, d'histoire de l'art, d'histoire de l'actualité, pour ce fond d'actualité. Ces 82% de voix, ça me paraissait mériter un tableau, ou tout au moins de jouer avec cette actualité-là. Je crois qu'il s'agit en fait de l'apparition du monde tous les jours. Les dessins de Plantu apparaissant en bas de page ou en haut de page. J'aurais voulu être comme Plantu, capable de faire un dessin comme ça tous les jours sur l'actualité. Et bien entendu, je suis exactement l'inverse, il me faut. Je suis un peintre très, très lent, très précautionneux, et donc c'est plutôt un sentiment professionnel admiratif par rapport au dessinateur. Vous voyez comment le dessin se décale par rapport à la couleur, et comment ce jeu de couleurs traité de façon assez peu lissée, on voit les irrégularités, on est sur une œuvre plus récente. Il est un aplat de couleurs, une pièce, mais en même temps, il y a une vibration à l'intérieur qui ne suit pas le trait de dessin. 4 personnages, quand je regarde ce tableau. Il y a Plantu, bien sûr, que j'admire énormément, Pancho. Il y a Chirac, un monsieur que je ne déteste nullement. Il y a une âne dont le ventre est une cible. Cible de quoi? Du regard du spectateur, de mon regard sur l'actualité, je ne sais trop bien. Et il y a un hommage à un grand peintre américain qui s'appelle Jacob Lawrence, et dont certains éléments apparaissent dans ce tableau, et qui est lui aussi présent. En fait, c'est une succession d'allusions à des gens que j'aime, ou plus ou moins, voilà. Mon travail procède souvent de mouvements très différents. Il y a des parties qui sont très baroques, il y a des années baroques, et puis il y a ensuite des années de retenue. Et les années baroques sont souvent des années d'élassement, et de laisser apparaître un peu des choses un peu frivoles, un peu légères, telles que cette âne, qui est quand même le patron de cette scénette. C'est d'abord un délassement, un amusement pour moi sur l'actualité. J'ai besoin de délassement. Je suis quelqu'un que je m'ennuie très vite. C'est d'ailleurs une des explications de mes périodes soi-disant différentes, de peinture à l'huile, de peinture à l'acrylique, ensuite d'objets, de dessins, de collage. J'ai, semble-t-il, un besoin de me renouveler en me donnant de nouveaux moyens. Mais en fait, évidemment, comme tous les artistes, je raconte éternellement la même chose, la même chose ennuyeuse, et donc, voilà, on fait avec. Ce fond d'actualité est venu d'une idée qui m'a traversé comme ça, je pense c'est indépendant même apparemment de l'actualité, où je me suis dit, Chirac était quelqu'un qui veut tellement plaire, enfin, à tout le monde, hein, surtout à l'époque. Il voulait faire une sorte de synthèse, d'adhésion du peuple français à son égard, et que je me suis dit, il est même capable de faire le nègre, de jouer au nègre. Et coup de bol, Canal+ a fait exactement comme moi, ou tout au moins a eu la même idée que moi, faisons jouer à Chirac le nègre. Et voilà, je crois que le premier déclic, c'est ça. Ce qui veut dire, c'est pour ça que je voulais partager avec vous cette partie déjà, c'est que le petit monsieur Télémac, il a l'air sympa, il fait ça pour le plaisir, et l'image est très belle d'ailleurs, elle est très simple, et on peut l'aimer de cette façon-là, en un sens. Mais petit à petit, ça glisse sur un sens politique, c'est qui est la marionnette de qui ? Je me suis toujours permis de me mêler de l'actualité politique française. J'ai toujours trouvé mes camarades français pas très courageux. Ils étaient tous en train de parler de Vietnam, de je ne sais quoi, et jamais de la politique réellement, de ce qui se passait tous les jours à côté de nous. Il ne faut pas oublier, je viens d'un pays épouvantable qui s'appelle Haïti, où
le vote, voter, est un geste inhabituel, inconnu. Et que pour moi, tout ce qui concerne la vie démocratique, comme ce que nous vivons aujourd'hui d'ailleurs, est pour moi très important. C'est pour moi une jouissance démocratique. Et donc j'aime tous ces instruments, urnes, affiches électorales, etc. J'aime bien les urnes, c'est vrai, j'ai beaucoup représenté des urnes. Vous voyez comment l'intérêt pour le travail de l'artiste, si on le sait, on va finir par chercher des urnes dans ses peintures. Une espèce peut-être de mystère qui se crée, qui mettrait le spectateur à distance, mais aussi de connivence si on a envie de commencer à dialoguer avec lui. L'œuvre devient un dialogue continuel entre le spectateur et l'auteur. Dans la peinture haïtienne engagée, communiste, populaire, il y a un grand rêve de pouvoir exprimer la situation des Noirs en général, hein, en Haïti et ailleurs. Je trouve que Jacob Lawrence a réussi ça de la manière la plus simple, avec une observation méthodique, mais modeste en apparence, et qu'il a réussi merveilleusement d'avoir raconté l'histoire des Noirs en Amérique. Et au fond, c'est la partie sérieuse de ce tableau, c'est Jacob Lawrence. C'est cet hommage que je rends à ce maître de la représentation de la vie des Noirs. Et une fois qu'on connaît le tableau, ça change toute l'image. Alors, on n'aura pas tout. Le tableau grand format au Centre Pompidou et un petit clin d'œil pour finir au travail que vous devinez, j'admire, de Télémaque. Une histoire incroyable. Je vous disais qu'Archil Gorky, il en aurait parlé plus tard. Vous pouvez retrouver cette petite vidéo sur le site du Centre Pompidou qui donne des outils de pédagogie merveilleux, notamment des fiches pédagogiques pour connaître les mouvements ou les artistes. C'est remarquablement fait si vous voulez aller plus loin. Archil Gorky, qui l'admirait beaucoup, était un peintre reconnu. Il a fait des œuvres à la frontière de la figuration et de l'abstraction. Et puis, il s'est suicidé. Et la toile, la trame qui est ici, cette peinture en couleur a été peinte par Télémaque. Et c'est la trame structurelle d'une petite toile que Gorky a peinte juste 2 heures avant de se suicider. Et je trouve que ça raconte quelque chose de cette passation de temps qu'il y a dans l'art contemporain. Télémaque trouve le modèle de la toile, reprend la trame, c'est-à-dire la structure, le dessin, qu'il va remettre sur une immense toile et dans laquelle il va inventer les couleurs. Il continue quelque chose qui a été interrompu. Et ça s'appelle le moine comblé, comme quelque chose qui se perpétuerait après. Conclusion rigolote, parce qu'il est temps de reprendre un peu de l'air. Actuel, Misty, Bazooka. Comment, dans les magazines de ces époques-là, la bande dessinée est très très présente. Et autant la peinture va piocher dans ce monde des médias, on vient de le voir, autant la bande dessinée va aller de l'autre côté. Donc les premiers actuels, 70, puisque mal accueillis par les gars de la gauche prolétarienne, il faut reconnaître, et ça serait intéressant et long à développer, peut-être si une autre série commence, la gauche la plus radicale dans le monde s'est toujours méfiée des images. Il suffit de regarder les premiers cahiers du cinéma et autres. Voilà, l'image, c'est ce que le capitalisme nous vend, et c'est aussi dans le protestantisme et dans d'autres religions une méfiance à l'égard de la séduction de l'image, et on en trouve des traces dans toutes les religions. Et ils n'ont pas tort, hein, c'est pour ça que c'est passionnant comme sujet, et que cette gauche prolétarienne, dans son envie de faire bien, évite. Voilà, 70. La rédaction se retrouve rue de Richelieu en 71. Elle lance un appel pour trouver des correspondants en province, c'est-à-dire un magazine qui va commencer à être écrit avec ses lecteurs, avec un réseau, 1000 réponses, et puis 75, dernier épisode de revue qui joue avec cette question de la contre-culture. Voilà, la société mâle, pour donner la parole à des dessinatrices et les montrer, réalisé par les lecteurs. Le plaisir et les nouveaux gauchistes, un mélange de
de presse qui ressemble à la presse américaine. Bizot a été prendre l'idée là-bas, mais il n'est pas seul. Il a juste un peu d'argent qui permet au magazine de tenir. Nouvelle presse, avec d'autres auteurs, d'autres tons, d'autres façons d'écrire et de chroniquer, d'autres sujets, prendre la route. Voilà, on peut mettre côte à côte Crumb, qui est vraiment le grand dessinateur américain de cette époque-là, on l'a vu, avec des textes d'Herbert Marcus qui se posent des questions sur cette société de l'image et du capitalisme, le rock dégénéré. On pourrait mettre Alice Cooper dans cette histoire-là. Et puis, vous voyez, en 71, c'est quoi l'écologie? La grande misère du sexe, Foucault, William Reich, et en même temps John McLaughlin. Voilà, Marcus et 72 pages de bande dessinée. Les soldats, le guide de l'underground en France, et quand on leur dit que finalement c'était des communautés qui envoyaient une lettre et le temps que le journal paraisse, elle avait déjà disparu. Et Bizot répond oui, mais il fallait bien qu'on l'invente, cette communauté, il fallait qu'elle arrive doucement. Avec cette idée de la communauté contre la famille, la rock culture, la drogue, la route, les vibrations. Voilà, à l'intérieur de systèmes qui représentent, pour l'article que je cite ici, le ministre de la jeunesse de l'époque, Marcellin, contre lequel Cohn-Bendit et le mouvement du 22 mars s'opposera après une visite, une inauguration d'équipements sportifs. Il y a peu de choses pour la jeunesse à ce moment-là. Et là, il y a des magazines qui parlent d'eux et qui formalisent la culture pop de la vie de tous les jours et la réflexion. Ce qu'on vient de voir dans ces images qui sont simples, accessibles et complexes. Deux exemples. C'est anglais, vous pouvez moins connaître. Misty, simple, c'est bien résumé, belle efficacité graphique qui vient de la culture pulp, les petits magazines de tous les jours. Voilà, fin des années 70, anglais, des adolescentes, fans de fantastique et d'épouvante, ce qui fait qu'on va associer girls et puis histoire qui foutent la frousse. Ça aussi, c'est pour un public plus adulte. Les adolescentes et les adultes continuent à l'acheter après et on le tire à 170 000 exemplaires. Voilà, des gens comme Pat Mills qui vont en faire quelque chose, des images qui mélangent des histoires complexes qui font peur, qui font réfléchir, qui font pas beaucoup réfléchir, qui jouent de cette contre-culture qui va devenir le cinéma de série B de ces années-là dont j'ai un peu parlé. Voilà, la circulation de l'image dessinée est à son comble. Et je voudrais montrer deux groupes d'artistes. Chantal Montelier, dont j'aime beaucoup le travail, qui va beaucoup dessiner sur les femmes. Voilà, c'est aussi le moment où Tintine sort du lot. On va questionner toute la représentation très masculine dans ces images. Et là même, je cherchais les mots sur Ray et Maupin, les damnés de Nanterre, faire une bande dessinée sur des terroristes. Shelter Market, c'est très récent aux Impressions Nouvelles, une façon de questionner ce monde des médias, de la grande culture qui mélange toutes ces images qu'on ne veut pas voir. Voilà. Des artistes qui travaillent sur le monde des images, qui montrent des images qui se cassent la gueule à l'intérieur de la page et qui lisent des BD à l'intérieur des BD. La Valentina de Crépax, qui à l'intérieur de l'image questionne l'image qui se questionne elle-même. ZN 7031, on ne lit pas de bande dessinée pendant le service. Les petits Mickey. Mais une façon de questionner par les différences graphiques, c'est là aussi où on a une lecture de l'image qui est compliquée, élaborée. On peut avoir des personnages de monstres qui ressemblent à rien, des graphismes simplifiés et puis du truc très réaliste. Des premiers plans simplifiés et puis des arrière-plans de magazines sortis de l'art, en fait, de l'estampe japonaise. Voilà, une bande dessinée sur une femme terroriste, Ray Maupin, un matin d'octobre, un visage d'ange à la une des journaux, deux yeux de pierre noire qui fixent et défient le lecteur. Florence Ray, héroïne, entre guillemets, d'un fait divers qui fait 5 mois.
est-ce qu'on peut faire ça? Et vous voyez, l'image, elle est d'une puissance folle, elle a du sang sur elle. On est dans une capacité de faire des images qui est devenue très, très adulte, dans laquelle ceux qui lisent ne sont pas des débiles, adultes ou ados, peuvent comprendre des tas de nuances et justement, par ce biais-là, faire de la politique, ou comprendre de la politique, ou discuter des éléments qui viennent de politique. Ça, c'est du Montelier, très, très récent. Aux impressions nouvelles, on peut les retrouver. Dernièrement, et on va se quitter en musique, oui, je trouvais que cette petite dame résumait à elle seule cette évolution de l'image. Brigitte Fontaine, 65, Brigitte Fontaine, 1988. Avec Areski en train de chanter Venant du monde hippie et récemment jouant du monde des médias et de la femme structurée, redessinée, recalibrée par les robots. Voilà, les derniers qui font ça, Jean Telet, que j'aime beaucoup, qui dans ces années-là va faire de la bande dessinée à partir de photocopies. Dans Virus, dans Bloody Mary, voilà, sont des photos qu'il va photocopier et qu'il va colorier, et il va être le monteur d'une bande dessinée très intéressante, très passionnante, parce qu'elle mélange le graphisme, vous voyez, elle la gifle et hop, il va falloir m'effacer vos horreurs troduculières, restez pas plantés là. Voilà, l'image elle-même est grattée, dans laquelle on rajoute un petit élément d'écriture, dans laquelle on peut jouer à faire sortir les éléments, on peut répéter la même image plein de fois, où le texte va faire évoluer l'histoire, où l'organisation des cases elles-mêmes est très complexe. Tu as vu ma ligne de vie, tu vois bien qu'il y a un truc plus compliqué que ça, avec l'image qui descend l'une dans l'autre par le jeu de liens et qui, hop, ressort dans celle de droite. Une bande dessinée très élaborée, très, très forte. On a un personnage qui perd ses yeux et qui se retrouve avec 4, qui jette à la gueule de Chirac encore lui. Il nous aura beaucoup accompagnés. Il faut dire que sur ces années 69-81, il est au cœur du système, avec un jeu de cinématographie avant que la dame à 4 pattes au beau derrière se retrouve en plein cadre. Elle est d'abord en petits morceaux avec un téléphone qu'on retrouve 5 fois dans la page, au même endroit. Un jeu avec les flippers, l'évolution de l'image très très élaborée. Jean Telet a fait une merveille sur Charlie Schlingo, qui est aussi un des auteurs chez Futuropolis à ce moment-là. Et un dernier, pour se quitter avec un truc qui pique, Bazooka, un collectif de 78 qui sort des Beaux-Arts de Paris, qui se retrouve, Clavel, Kiki Picasso, un regard moderne qu'on va retrouver, vous voyez, ce niveau d'image, un Tintin d'aujourd'hui, sur un âne, avec des éléments à lire dans l'autre sens, qui viennent du monde de l'art mondrian et aussi du collage. Des éléments qui vont se retrouver dans les libés de fin 70, jusqu'à ce qu'ils, comme dirait Olivia Clavel, on était là pour foutre la merde. Ils vont se faire virer, et pas qu'un peu, parce qu'ils n'ont aucun respect pour aucune image. Ce regard moderne, on va le retrouver dans des pochettes de disques, dans des clips, dans la typo elle-même, dans des hors-séries sur ce terrorisme allemand qui intéresse la gauche de l'époque, dans des images saturées, dans des images de mauvais goût, et pas qu'un peu, et qui vont se retrouver dans l'imagerie de la télévision qui est en train de se développer dans ces années-là, dans la façon de faire de la télévision sur les années 80. Olivia Clavel qui va fabriquer cette pseudonyme de télé qu'on retrouve dans ses bandes dessinées. Voilà, on dirait que c'est de la peinture, on dirait que c'est mal fait, on dirait que c'est fait par un gamin, et c'est aussi le décalage de la lecture dans la création de pochettes de disques pour Rita Mitsuko et chez Futuropolis plus tard. Un petit générique, puisque Olivier Clavel a fait cette merveille, le nougat, qui me sert de petit générique de départ. À demain. Je me réveille avec entrain, je branche la cafetière électrique, je me rue dans la salle de bain et je deviens paralytique. Sous la douche, il y a un éléphant qui me regarde tendrement. Je balbutie en rougissant, d'un air gaga probablement. Mais comment donc êtes-vous entré, puisque la porte était fermée? Il me sourit et il me dit: t'occupe pas, donne-moi du nougat.
nougat. À demain.